Welcome to Downtown Cafe. Please subscribe to our channel and also turn on your notification bell in order to get our latest updates. Alors, on a déjà dénombré 7 coups d'État en 3 ans. Le Cameroun peut-il être le prochain sur cette longue liste? Son président, Paul Biya, âgé de 90 ans, est à la tête du pays tenu d'une main de fer depuis plus de 40 ans. Mais le Cameroun est devenu lui aussi régulièrement la cible d'attaques terroristes. Sujet de Nicolas Bidard et Christophe Roquet. Il est le plus vieux président en exercice au monde. Paul Biya, 90 ans, a fêté l'an passé ses 40 ans à la tête du Cameroun. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'Emmanuel Macron était venu lui rendre visite. Une longévité dont Paul Biya s'amuse. Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Un règne sans partage sur le Cameroun, première puissance économique d'Afrique centrale. Paul Biya ne se montre que très rarement publiquement, signe d'un état de santé fragile. L'homme tient pourtant son pays d'une main de fer. Emprisonnement d'adversaires politiques, soupçons de fraude aux élections, corruption et répression des manifestations de l'opposition. C'est quel pays dans lequel on vit? Les jeunes se meurent, les jeunes souffrent, on en a marre. C'est le cri du désespoir. Et il est temps que les choses s'arrêtent. Symbole de la France-Afrique, Paul Biya entretient des relations étroites avec les présidents français. Adoubé par François Mitterrand en visite au Cameroun. L'autocrate rencontre ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande. En 2015, la France annonçait vouloir renforcer son soutien militaire au Cameroun. Je lui ai rappelé que la France était aux côtés du Cameroun face aux menaces qui peuvent la concerner directement avec le groupe terroriste Boko Haram. Mais depuis, l'insécurité dans le pays d'Afrique centrale est croissante. Depuis 2016, des groupes séparatistes anglophones se révoltent et commettent des attentats. Le Cameroun y envoie ses troupes, laissant davantage le champ libre aux groupes djihadistes dans l'extrême nord du pays. Actif depuis 2013, le groupe Boko Haram y multiplie les attaques et les enlèvements contre civils et soldats. Dans une vidéo publiée en 2015, le chef de la secte islamiste menaçait le président camerounais de mener des attaques de grande ampleur. Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu finiras comme le Nigeria, les États-Unis et tous les autres polythéistes. Derniers événements en date, début août, 5 civils meurent après une série d'attentats. Alors le Cameroun se tourne de plus en plus vers la Russie pour assurer sa sécurité. L'an passé, les deux pays ont renouvelé des accords de coopération militaire. Sans compter l'influence grandissante de la Chine sur le plan économique, de quoi inquiéter Emmanuel Macron, qui tente en 2022 de revenir au centre du jeu. Nous sommes bousculés et parfois, peut-être nous étions-nous endormis. Disant, c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. C'est bien. Moi, je suis pour la concurrence. Après, je suis obligé de constater qu'il y a une concurrence qui utilise des instruments qui ne sont pas totalement les nôtres. Donc là, je suis pour la régulation. Signe de la perte d'influence de la France au Cameroun, la part de marché des entreprises françaises y est passée de 40% dans les années 90 à seulement 10% en 2021. Nicolas Normand, question téléspectateur. Paul Biya, donc le chef d'État camerounais, âgé de 90 ans, qui est au pouvoir depuis 1982. Paul Biya est-il très impopulaire au Cameroun? Point d'interrogation. Et j'ajouterais, est-ce qu'il regarde avec inquiétude ce qui vient d'arriver à Ali Bongo, qui a été victime d'un coup d'État, alors que ça fait la famille Bongo 50 ans qu'elle régnait sur le Gabon? Probablement, mais ça dépend un peu des intentions de Paul Biya, puisqu'il y a une élection présidentielle au Cameroun en 2025, dans 2 ans, et on ne sait pas si Paul Biya, qui a déjà 90 ans, se représenterait pour un 8e mandat, pour prolonger jusqu'à pratiquement 50 ans son règne. C'est quand même assez peu plausible, mais c'est possible. Est-ce qu'il y a des militaires au Cameroun qui se disent, bah, on va faire comme au Gabon, allez, hop. Si
si Paul Biya se représentait en 2025, il y aurait une élection à haut risque, comme celle qu'on vient de voir au Gabon, et il est assez probable que des militaires feraient un coup d'État. Oui. Il y a comme une épidémie de putsch, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. On a laissé faire un coup d'État. On a laissé les militaires faire au Mali, ça a donné des envies à d'autres militaires ailleurs. Le caractère épidémique, c'est le fait qu'il y a eu une relative impunité de ces différents coups d'État, n'est-ce pas? Les militaires n'ont pas pris beaucoup de risques puisqu'il n'y a pas eu d'effusion de sang et ils ont empoché vraiment le jackpot puisqu'ils se sont emparés du pouvoir, comme ça a été dit justement tout à l'heure. Leurs intentions n'étaient pas, dans beaucoup de pays, de mettre fin à une crise ou à une situation de mauvaise gouvernance, c'était plutôt de remplacer les dirigeants. Enfin, il faut nuancer selon les pays. Dans le cas du Gabon, je crois que l'idée, c'était plutôt une révolution de palais pour écarter à la fois Ali Bongo, qui devenait vraiment encombrant avec ses tricheries manifestes dans l'élection présidentielle, mais également écarter celui qui venait d'être élu, parce que ça gênait aussi le clan au pouvoir. Anna Sylvestre Trainer, on a entendu Emmanuel Macron, avec ses mots très directs, dire on est bousculé, et en fait l'air de dire si on s'en va parce qu'on estime que les régimes en place ne sont pas dignes, du coup au pied levé on va être remplacé par les Chinois et les Russes qui eux feront main basse sur ces pays. Est-ce qu'on est, je reprends l'expression d'Emmanuel Macron, finalement on est en concurrence d'influence avec les pays autoritaires dans ces pays d'Afrique centrale? C'est en tout cas sans doute ces phrases et ce ton qui en partie peuvent expliquer un peu de sentiment anti-français. La concurrence avec, vous dites les régimes autoritaires, mais plus généralement un certain nombre de puissances, elle existe maintenant depuis longtemps, à vrai dire. La Chine est extrêmement présente en Afrique et c'est pas récent. Enfin, la Chine est extrêmement présente par exemple. Et elle se débrouille mieux que nous, elle est mieux acceptée. En tout cas, j'ai le sentiment qu'elle est plus discrète. Elle fait des affaires, elle remporte des marchés. Et pas de politique. Elle fait des travaux, elle fait pas de politique. Elle leur demande rien en fait. Elle leur demande rien. Elle remporte des marchés, elle fait elle parle pas des routes ici, etc. Et puis voilà. C'est ça. Elle fait du business et de la corruption que nous ne faisons pas non plus. Pardon. La Chine fait aujourd'hui ce que la France et la Grande-Bretagne faisaient pendant l'époque coloniale. D'accord. C'est tout. Du business et de la corruption. Voilà. Et il y a la Russie aussi. Anne Niva, un mot sur Boko Haram. On a vu qu'ils s'enracinaient au nord du Cameroun. Est-ce que c'est une menace à prendre au sérieux? Et est-ce que leurs méthodes n'ont rien à envier à celles de Daesh ou d'Al-Qaïda? Ça c'est clair. Je crois que Boko Haram est une organisation extrêmement dangereuse, dont certaines factions obéissent bien sûr à l'État islamique. Donc on revient à ce qu'on a dit, à savoir que ce sont des problèmes qui ne sont absolument pas réglés. Et le Cameroun, puisqu'on parle là du Cameroun, est quand même face à ces deux dangers. Le danger de l'extrémisme islamiste via Boko Haram et le danger sécessionniste. Ça c'est intéressant comme pays, qui est un pays anglophone et francophone dans lequel il y a quand même, de la concurrence, des heurts, de la tension entre ces deux populations. Mais une fois de plus, qui sait comment régler le problème du djihadisme en Afrique? Les Américains ne sont pas réussis à régler quoi que ce soit en Irak, je pense qu'on va peut-être y venir. Donc évidemment, ça n'est absolument pas facile. Wassim Nasr, est-ce que les Russes, avec leur méthode de Wagner, mais les Russes, pardon, n'y arrivent pas mieux? Terminer là-dessus. Les Russes, ils ne viennent pas là pour ça. Ils ne viennent pas là pour ça du tout. Mais ils disent qu'ils viennent là pour ça. Mais en réalité, ils le font pas. Parce qu'ils ne se posent pas de questions. Non, ils sont sans état d'âme. Ils ne se posent pas de questions, mais les méthodes utilisées, c'est-à-dire moi j'ai travaillé sur Wagner sont pas plus sur efficaces. 1 an, j'ai fait un rapport pour West Point, donc l'école de guerre américaine, et le suivi que j'ai fait sur Wagner au Mali, le résultat était positif pour les djihadistes. C'est-à-dire les massacres qui ont été commis dans le centre par Wagner, avec l'aide de l'armée malienne. D'ailleurs, c'est pour ça que les Maliens demandent à la MINUSMA de partir, parce qu'elle a documenté ces massacres, ont fait que les djihadistes ont beaucoup plus recruté dans le centre Mali qu'avant l'arrivée de Wagner, en termes de combattants. C'est-à-dire que la présence des Russes alimente les réseaux djihadistes, même. Par ricochet. Oui. Et deuxième chose, l'arrivée de Wagner a fait que la France est partie avec ses avions et ses forces spéciales. Donc pour la première fois, au Mali, il y avait une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne, où les djihadistes pouvaient bouger comme ils voulaient. C'est pour ça que l'État islamique s'est installé à Ménaka, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'avions français au-dessus de sa tête, ce qui lui permet de rayonner militairement beaucoup plus. Et paradoxalement, ce qui intéresse les djihadistes, c'est leur guerre entre eux. On a vu le djihadiste qui a menacé le président Biya, il a été tué par l'État islamique. Aujourd'hui, il y a une guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda au Sahel
et autour du lac Tchad. Et ce qui empêche l'État islamique de descendre sur les pays du Golfe de Guinée, c'est pas les armées locales, c'est Al-Qaïda. Anniva, quand on réfléchit calmement, est-ce que quand même il n'y en a pas au Cameroun qui se disent mais quand même il vaut mieux quand même les Français que Wagner avec ses méthodes parce qu'ils s'implantent Wagner. Alors pas au Cameroun. Sur le port. Non, ils sont pas au Cameroun, mais c'est-à-dire que comme la Centrafrique n'est pas loin, et la Centrafrique est le pays dans lequel Wagner est le plus implanté. Ouais. Parce qu'il faut quand même minimiser le succès de Wagner en Afrique. Hein. C'est pas le succès qu'on voudrait que ce super communicant qu'était Prigojine voulait nous faire croire. Le seul vrai succès de Wagner en Afrique, c'est la République centrafricaine. Et pour et la communication. Exactement. Mais donc le port de Douala qui est au Cameroun sert, c'est-à-dire tout ce que Wagner sort de République centrafricaine, ça passe par le port de Douala. Et il laisse faire le... Pour le moment, oui, il laisse absolument faire. Mais comme ça a été très bien dit dans votre sujet, il y a des accords de coopération entre l'État camerounais et l'État...